Dans le cadre de prévenir, éduquer, former et informer l'ensemble de la population sur les plans sanitaires en rapport avec la morbidité et la mortalité dans certaines maladies. Des diarrhées qui sont liées à l'alimentation. Les enfants présentent beaucoup d'intoxications alimentaires. Suivez Forum Santé tout le mardi à 14h30. Forum Santé avec Zéphie Mouround. Voilà, merci mesdames, messieurs. Bon après-midi de partout où vous nous suivez. Merci de nous appartenir. Question de vous informer sur le plan sanitaire. Vous informer, cela constitue pour nous un devoir. Être informé, c'est votre droit, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission dite Forum Santé. Et l'émission qui vous informe bien sûr sur le plan sanitaire, qui vous aide à préserver votre état de santé. Comme tous les jours, aujourd'hui, nous allons nous échanger. Vous êtes sans ignorer que nous sommes au mois de décembre, le mois décrété pour la prévention, la lutte contre le VIH-Sida. Voilà ce qui constitue notre sujet de cet après-midi. Nous allons nous échanger sur la question de VIH-Sida. Quels sont les progrès qu'on a pu ajouter pour ces dernières années et comment se protéger contre le VIH-Sida. Voilà, mesdames, messieurs, autour de ces deux grandes questions que nous allons nous échanger sur le plateau. Je ne suis pas seul, je suis avec le docteur Peter, lui est médecin directeur de Medica. Bon après-midi, docteur. Oui, bon après-midi, docteur Zéphie. Merci et bienvenue chez nous encore. C'est très gentil de m'inviter et je suis très honoré de participer à cette émission. Voilà, merci docteur. Nous parlons et nous sommes encore pendant le mois de décembre qui est souvent dédié à la prévention et lutte contre le VIH-Sida. Quoi de neuf en rapport avec la question ayant lié à la prévention, à la prise en charge, pourquoi pas, de cette maladie dite VIH-Sida. Oui, justement, il y a beaucoup d'avancées pour ce qui est de l'infection à VIH. Et il y a l'OMS qui ne cesse de multiplier des recherches pour pouvoir trouver les vaccins pouvant permettre à ce qu'on puisse réduire sensiblement la contamination. Il y a des avancées, des nouvelles techniques, des traitements que nous essayons de proposer aux personnes qui sont infectées. Et aussi, il y a une nouvelle stratégie où on dit que d'ici 2035, il faudrait qu'on puisse ne plus parler de VIH. Donc, vous voyez un peu ça, où on parle de la stratégie 90-90. Stratégie 90-90. Super. Alors, nous devons commencer par les commencements. Si vous pouvez rappeler un peu, brièvement vous parler de VIH-Sida et des modes de prévention, des modes de contamination, tous ces éléments-là, si on peut commencer par là. Bon, le SIDA, les SIDA, c'est juste un syndrome d'immunodéficience acquis. Donc un syndrome, c'est un ensemble de signes et des symptômes que peut présenter une maladie. Et l'immunodéficience, on parle beaucoup plus de l'immuno, on parle de l'immunité. L'immunité, c'est un peu l'ensemble du système de défense de l'organisme contre l'agression, qui peut être le microbe, qui peut être un cancer. Et là, c'est l'immunité où les anticorps entrent pour pouvoir résister contre l'agression. Et déficience, c'est-à-dire il y a carence ou absence
de l'immunité, donc des anticorps qui sont en baisse pour pouvoir résister. Et acquis, c'est juste pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est inné ou quelque chose qui est héréditaire. C'est une maladie que l'on contracte, que l'on peut attraper, que l'on peut être contaminé facilement. Et c'est comme ça qu'on a essayé de parler des sida. Mais lorsqu'on parle de l'infection à VIH, c'est lorsque une personne a été contaminée par le virus. Et dans ce monde, nous avons deux types de virus. Principalement, le virus le plus connu, c'est le virus de type 1, qui est cosmopolite. C'est-à-dire qu'on peut retrouver ça, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. Et il y a le type 2, où c'est un virus que l'on trouve préférentiellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc le Sénégal, tout ça, Ghana. Et là, on trouve beaucoup plus le virus de l'immunodéficience du type 2. Mais une personne peut être contaminée de deux types, donc le virus de type 1 ainsi que le virus de type 2. Mais dans les deux types dont on parle, on dit que c'est le virus de type 1 qui est beaucoup plus virulent. Donc lorsqu'on contracte ces types, lorsqu'on attrape ces types de virus de type 1 qui se trouvent aussi dans notre pays, la personne peut très vite développer la maladie ou l'infection à VIH. Voilà, cette question, je la remonte un peu trop bas, puisque j'ai trouvé un grand débat parmi les élèves qui discutaient par rapport à l'origine du sida. Certains, ils étaient en train de discuter pour dire que les virus du sida proviennent des animaux, proviennent des chiens, ceci, cela. Qu'est-ce que vous pouvez leur expliquer pour chasser un peu cette confusion ou peut-être dans les têtes des futurs dirigeants du pays? Bon, vous savez, dans l'histoire de sida, s'il faut dire, ou du virus de l'infection à VIH, il y a tellement de choses qui se racontent, mais de plus en plus, on commence à attribuer ces virus suite à un vaccin. On aurait pu prendre certains prélèvements chez les chimpanzés qui se trouveraient en Afrique, entre autres chez nous, et pour pouvoir l'utiliser contre le vaccin contre la polio. Et ces chimpanzés seraient infectés, et lorsqu'on a essayé d'utiliser ces vaccins-là pour pouvoir protéger nos enfants contre la poliomyélite, il y aurait aussi une contamination à large spectre de cette maladie. Donc ça, ce sont juste des hypothèses qui se racontent par-ci, par-là. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un virus qui proviendrait certainement d'un animal et suite à la manipulation humaine, l'homme est contaminé. Et voilà que c'est une maladie qui a été déjà découverte en 1981 sur la terre américaine, et chez nous c'était en 1983, et où on a remarqué qu'il y avait des personnes qui présentaient de fièvre qui ne se terminait pas, il y avait des diarrhées qui étaient un peu chroniques, et aussi une perte de poids assez importante avec une éruption cutanée, donc des éruptions, donc on dirait des abcès, on dirait des boutons au niveau de tout le corps, et voilà que ça s'est soldé par les décès. Alors on a commencé à mener des études pour pouvoir essayer d'asseoir un peu le diagnostic jusqu'à ce qu'on a arrivé à un syndrome d'immunodéficience acquis que nous appelons le sida. Voilà, alors par rapport à notre milieu, est-ce qu'il y a le pourcentage sévit à la hausse ou il y a recrudescence des cas de VIH/SIDA dans notre milieu, par exemple en RDC, ici au Katanga? Est-ce qu'il y a l'avancée par rapport aux chiffres? Oui, puisque dans le monde on parle de 34 millions de personnes qui vivent avec l'infection à VIH, et de 24,7 millions de ces personnes vivent en Afrique subsaharienne, donc chez nous le noir, et nous regorgeons le grand nombre. Et aussi 58% de ces personnes-là qui sont contaminées sont beaucoup plus des femmes. Et dans le monde entier, on trouve aussi qu'il y a au moins 64% des hommes qui ne sont pas sous les traitements antirétroviraux, et les restes, ce sont beaucoup plus des femmes ainsi que des enfants. Mais pour ce qui est de notre pays, on dit que nous avons une prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes
Et si on prend au hasard, on parle de 1,2%. Ça, c'est de manière générale. Mais dans des zones ou des frontières, où nous avons par exemple Kasumbalé, ça, Lubumbashi aussi, on est exposé, et vers l'est là-bas, et puisque ce sont aussi des frontières, vers Matadi. Parce que vous voyez, les zones où il y a des frontières, on y va même jusqu'à 1,2. Donc, de manière un peu trop simpliste, donc sur 10 personnes qu'on peut prendre au hasard, on trouve au moins une personne sur 10 qui serait contaminée lorsqu'on prend de manière au hasard. Et aussi sur ces personnes-là, on a remarqué que c'est beaucoup plus des femmes qui sont beaucoup plus contaminées par rapport aux hommes. Pourquoi? Et ça se remarque, les femmes sont beaucoup plus contaminées. Aussi, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et principalement beaucoup plus les facteurs sociaux. Vous savez, dans notre pays, la femme n'a pas beaucoup de mots à dire. La femme ne dit pas beaucoup lorsque, parmi les voies de contamination, si la femme, dans notre milieu, dit à son partenaire de porter par exemple le préservatif, et ça donne l'impression déjà d'être mal vu. Il y a la précocité des rapports sexuels. On marie les filles à l'âge de 14-15 ans et la fille a totalement l'ignorance sur l'infection à VIH. Il y a du mariage de commission où il y a un monsieur qui se trouverait quelque part, il faudrait qu'on envoie la femme sous forme de colis. Et aussi l'organe même de la femme génitale, c'est un organe tellement fragile où la femme peut facilement se blesser. Et voilà pourquoi la femme est beaucoup plus contaminée et où on retrouve un nombre un peu plus élevé de femmes. Et c'est la raison pour laquelle nous sensibilisons ainsi tout le monde et particulièrement la femme, puisque c'est la femme qu'on vient intéresser, parce que c'est la femme qui est beaucoup plus sollicitée, malheureusement, elle est aussi la plus vulnérable. Voilà, la plus vulnérable, peut-être avant d'en parler, les modes de contamination. Et il semble-t-il l'âge qui varie 14 à 35 ans, c'est l'âge le plus vulnérable, le plus touché également. Cela est dit à quoi? Justement, parce qu'à cet âge-là, on commence déjà à s'intéresser au sexe, puisque jusque-là, la voie de contamination, on parle de 80 à 90%, donc 90%, ça reste encore la voie sexuelle, et les restes, ça se partage le reste de pourcentage là. Donc c'est ce qui fait que déjà lorsque on commence à remarquer la puberté où la femme déjà est mise beaucoup plus en jeu et aussi l'homme jusqu'au-delà de 35-40 ans où la sexualité se pratique de manière active et intensive. Et c'est beaucoup plus qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se retrouvent dans ces tranches d'âge-là qui sont beaucoup plus infectés. Mais il y a aussi des hommes, ainsi que les personnes âgées. Vous voyez, les hommes qui ont atteint un certain âge, où on parle de la seconde puberté, peuvent commencer à courir derrière les petites filles et ramener ça dans le couple. Et voilà qu'on peut aussi retrouver les très jeunes personnes et aussi les personnes qui sont âgées et qui mènent un certain mode de vie. La curiosité et les drogueurs aussi peuvent avoir la possibilité de se contaminer facilement. Justement, lorsque là, quand on parle de voie de contamination, je dis que c'est 80 à 90%, c'est beaucoup plus par la voie sexuelle. Et il y a aussi la contamination par la transfusion, en fait, la contamination sanguine. Là, on parle de 10 à 20% de transfusion sanguine, c'est-à-dire généralement la contamination sanguine par la transfusion. Vous savez, dans notre pays, surtout pendant cette période, il faut visiter les grands hôpitaux pour voir qu'on transfuse beaucoup. Parce qu'une femme était enceinte, elle a avorté, voilà qu'elle a perdu tout son sang, il faudrait transfuser. Parce qu'un enfant a fait de la fièvre ainsi que de diarrhée et elle a présenté un tableau d'anémie qu'il faudrait beaucoup plus transfuser. Donc il y a les taux de transfusion qui est très élevé. Et lorsqu'on transfuse, et parfois lorsqu'il y a carence de poches de sang, et ça donne facilement aux personnes de la famille, parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon père, parce que c'est ma tante, et on se fie à l'apparence extérieure et parfois même aux conditions financières, et cette personne-là peut directement donner son sang, et peut-être que la personne était pendant la période de séroconversion, c'est-à-dire qu'elle faisait déjà la maladie, mais que l'on ne peut pas voir ça directement avec les examens d'urgence que nous faisons, et voilà que ça constitue en tout cas à 90% la voie de contamination sanguine par la transfusion, et c'est vraiment une grande porte d'entrée. Et aussi, à côté de ça, il y a maintenant des objets tranchants, il y a des drogués, il y a les gens qui aiment bien faire des piercings.
savez qu'aujourd'hui, il y a les filles qui aiment trop c'est faire le piercing au niveau de nombril, au niveau de le piercing, là, c'est un mot qui dépasse le piercing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre les bijoux, le bijou, et puis on trouve une partie du nez, et puis on met ces bijoux-là pour des raisons d'esthétique. On assiste, on voit des jeunes filles avec des boucles d'oreilles qui jalonnent vraiment le pavillon externe de l'oreille. Nous, on a mis beaucoup plus de boucles d'oreilles là, on perce, et voire même au niveau de nombril, et d'autres vont même au niveau des parties intimes, où ils mettent des bijoux en se trouant. Alors, c'est qu'on utilise parfois pour pouvoir trouer, ce qu'on appelle le piercing. Ça peut être des objets qui sont maltraités et qu'on utilise chez plusieurs personnes et dans des salons qui ne sont pas appropriés. Voilà qu'on peut facilement se faire contaminer. Il y a aussi les tatouages. Il y a des personnes qui utilisent les tatouages aujourd'hui, comme c'est devenu à la mode, et le luxe, pour voir qu'on est branché. On peut se tatouer au niveau de l'oreille, on se tatue au niveau du cou, au niveau des pieds et tout ça. Et les histoires là qu'on utilise parfois pour tatouer, et on est obligé parfois de trouer ou de picoter un peu une partie de la peau, et ça peut saigner. Et lorsqu'il faut encore le faire chez quelqu'un d'autre, sans pour autant bien le désinfecter, facilement on peut aussi se faire contaminer. Donc voilà un peu ce genre de choses, de drogue, les gens qui utilisent des seringues comme ça pour se droguer, et puis il se passe des seringues, ils peuvent facilement se faire contaminer. Les enfants qui utilisent les lames de rasoir, soit de leur maman, elle l'avait utilisé, ou bien son père, on l'avait coiffé et tout, on dit, bon, moi j'avais utilisé la partie supérieure, l'enfant la partie inférieure, et puis c'était ma mère, c'était mon fils. Facilement aussi, ces enfants-là peuvent se faire contaminer. Puis la manipulation, on peut être là parce que votre maman était gravement malade, hospitalisée. Peut-être que votre maman était déjà séropositive, et elle est en train de vomir le sang, elle est en train de faire les diarrhées avec le sang, et elle est en train de vomir des histoires où il y avait des taches de sang. Et puisque par amour, vous voulez aider, en nettoyant, peut-être en ramassant un peu tout ce que la maman ait à vomir ou à cracher, voilà qu'on peut se faire facilement contaminer lorsqu'on a des petites plaies ou souvent des micro-plaies au niveau de la main, au niveau de pied, et le chirurgien aussi, ainsi que le personnel de santé médicale se contaminent aussi lors de leur exercice de tous les jours. Donc voilà un peu ces choses. Il y a aussi la troisième voie de contamination qu'on dit verticale, de la mère vers l'enfant pendant la vie intra-utérine. Là vraiment, les gens ont beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est fait, comment et ça. Donc cette contamination verticale, comment elle s'est fait, et ça dépasse un peu les gens, si vous pouvez leur expliquer. Justement, pour la contamination, la mère par rapport à son enfant, surtout pendant la grossesse, et il y a trois mécanismes. D'abord, le premier, c'est souvent au troisième trimestre, donc à partir des 7 mois, s'il faut le dire, il y a le placenta qui devient mature. Le placenta, c'est cet organe-là qui permet le passage du sang entre la mère ainsi que l'enfant. Donc c'est barrière un peu de protection de l'enfant. Mais au 3e mois, le placenta devient mature. Et avec parfois des infections comme le paludisme, donc la malaria, le placenta est attaqué. Et ça peut blesser les placentas avec le microbe du paludisme. Et par ces petits trous-là, l'infection de la maman qui était déjà contaminée, et ça peut passer facilement vers l'enfant. On dit que c'est autour de 10%, 5 à 10% qu'on peut assister à cette contamination-là. Là, c'est à partir de 7 mois. Mais lorsque la maman est déjà mise sous traitement pendant qu'elle est enceinte, et ça va empêcher en tout cas cette contamination-là avant le 7e mois. C'est pourquoi chez les femmes enceintes, nous faisons toujours un dépistage obligatoire. Évidemment, il faudrait toujours informer la femme enceinte. C'est beaucoup plus pour le bénéfice de l'enfant et pour éviter d'éviter que la maman puisse contaminer son enfant. Puisque une personne séropositive, une personne qui a le sida peut mettre au monde un enfant sans maladie. Alors, nous prenons des mesures, entre autres, avant le 7e mois. Si on a déjà posé les diagnostics, on met la femme sous traitement de manière à ce que ces choses-là n'arrivent pas, que la contamination mère-enfant ne s'effectue pas, puisque ça commence à partir du 7e mois à cause des infections, entre autres la malaria. Alors, deuxièmement, la contamination peut aussi se dérouler pendant l'accouchement. On mène bien les choses, la femme est sous traitement, et pendant l'accouchement, si on n'a pas bien dirigé l'accouchement, on n'a pas
pris des mesures de protection pendant que l'enfant est en train de traverser la filière génitale, et l'enfant peut se faire blesser, l'enfant peut avaler, l'enfant peut se faire contaminer pendant le passage là. Et là aussi, ça arrive fréquemment et on peut assister à ce qu'il y ait une contamination de l'enfant par le sang maternel, puisque l'enfant, la maman va saigner, la maman va se blesser, et si l'enfant pourrait se blesser ou avaler en tout cas les sangs, ou encore ça peut entrer n'importe où, ça peut facilement blesser l'enfant et l'enfant se fera contaminer. Et le troisième mécanisme, c'est pendant l'allaitement. Pendant l'allaitement, et on assiste souvent que les enfants se blessent facilement au niveau de la bouche. Les mamans viennent pour dire que oh non, j'ai remarqué que l'enfant a un peu de plaie, il a du mal à téter normalement. Et pendant ces moments de plaie là, l'enfant peut commencer à sucer de manière intensive et blesser la maman. Et souvent on voit le maman s'est blessé beaucoup plus au niveau de la tête, du téton, comme on dit, la tête de leur sein, et il peut y avoir des ulcérations, c'est-à-dire des petites plaies. À force que l'enfant utilise pour sucer, on peut se blesser. Et la contamination là, de sang de la maman, au travers la bouche, l'enfant peut avaler. Et comme l'enfant, souvent, aux 3 premiers mois, il présente souvent de petites plaies au niveau de la bouche. Voilà comment l'enfant peut se faire contaminer. On parle aussi de 5 à 10% d'enfants qui se font contaminer pendant l'allaitement. Donc voilà un peu ces 3 mécanismes. Là, on parle de la contamination verticale de la mère à l'enfant. Lorsqu'une personne, une femme est déjà séropositive, on pose des diagnostics pendant les CPN, on prend des mesures de manière à ce que la femme ne puisse pas contaminer cet enfant. On éduque les couples, on leur met sous traitement, on demande aussi à l'homme de se faire traiter, faire dépister, et dès qu'on voit que l'homme est aussi positif, on le met tous les deux sous traitement et on leur donne l'éducation de manière à ce que le rapport sexuel puisse être protégé, et on leur donne l'éducation sous la planification familiale de manière à ce qu'après l'accouchement, qu'il y ait des naissances qui soient beaucoup plus espacées pour permettre à la femme de récupérer et aussi à l'enfant de bien grandir. Et aussi certaines éducations qu'on va leur prodiguer pour pouvoir bien élever leur enfant. Voilà, très bien dit. Rapidement, les salons de coiffure, les gens s'inquiètent, la tondeuse, est-ce qu'elle peut permettre la contamination? Justement, les tondeuses qu'on utilise, comme je dis, ce sont des objets tranchants. Souvent, parce que ça s'échauffe, il y a un moteur qui chauffe. Est-ce que le virus va résister à cette chaleur? Bon, les problèmes avec le virus, il est vrai que le virus ne résiste pas trop longtemps à l'air libre. Mais on ne sait jamais le temps que ça pourrait faire. On arrive parfois dans certains salons où on peut coiffer 10 personnes qui sont là, qui attendent. La personne qui était là, il y a des micro-plaies. Mais dès que l'autre personne part, directement la deuxième se met là-bas. Ou soit c'était le papa qui utilise sa tondeuse, après s'être coupé les cheveux directement, on coupe l'enfant. Et on peut négliger, ne pas désinfecter. Et voilà que l'enfant, en bougeant la tête, peut aussi facilement se faire blesser. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Nous conseillons toujours d'utiliser ces objets propres. Et même pour les femmes qui aiment se faire couper les ongles et placer, je ne sais pas moi, des cols, comment on met pour pouvoir arranger leurs ongles. C'est aussi, les risques est toujours pareil. Donc, il faudrait avoir ses propres instruments, et lorsqu'on finit avec toi, et tu les désinfectes et puis tu les gardes propres à toi. Donc, il faudrait avoir les histoires à usage unique. Et si on ne sait pas avoir l'usage unique, alors il faudrait bien les désinfecter, les laisser pendant au moins 5 à 10 minutes à l'air libre avant de pouvoir les réutiliser pour une autre personne. Alors il faudrait que ce soit une désinfection bien faite et laisser un temps mort avant de pouvoir le faire chez quelqu'un d'autre. Mais le mieux serait que chacun puisse utiliser les usages uniques. Et ce n'est pas toujours intéressant de prendre le petit qui circule pour pouvoir arranger les ongles, et parfois ces petits-là ne savent pas bien désinfecter, et aussi parfois l'alcool qu'on utilise ou les désinfectants que l'on utilise ne sont pas de bonne qualité. Vous savez, on est dans un pays où quelqu'un peut te dire qu'il a mis de l'alcool et pourtant il a mis de l'eau parce qu'il ne veut pas utiliser et dépenser de l'argent pour acheter de l'alcool vrai. Donc tout est aussi possible. C'est pourquoi je dis le mieux serait d'avoir ses propres histoires. Un petit dernier mot par rapport à
à cette condition socio-économique qui est précaire. Des fois, les jeunes dames se livrent à la prostitution, qui cherchent et parviennent à obtenir ces virus. Qu'est-ce que vous pouvez donner dans une minute? Le moyen par excellence, comme on dit les ABC, c'est la crainte de l'Éternel. Moi, je dis en tant que chrétien, la crainte de l'Éternel, comme on dit, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque on respecte ce que Dieu nous demande de faire, entre autres la fidélité pour ceux qui sont mariés et aussi l'abstinence pour ceux qui sont célibataires, nous pensons que nous pourrions lutter sensiblement contre l'infection à VIH. Et l'utilisation de préservatifs, que ce soit féminin ou masculin, qui sont bien portés et de bonne qualité, et peut aussi essayer de le faire. Mais nous pensons que beaucoup plus l'abstinence et la fidélité, c'est le moyen par excellence pour pouvoir lutter contre le VIH. Et nous ajoutons à cela les dépistages volontaires. Lorsqu'une personne se fait dépister, et comme on dit dans la stratégie 90-90-90, il faudrait qu'il y ait au moins 90% de personnes, ou surtout de malades qui nous fréquentent dans le cabinet, nous puissions le conseiller de manière à ce qu'ils fassent les dépistages volontaires. Et là, ça nous permettra de prendre en charge correctement au moins 90% des personnes à les mettre sous traitement, de manière qu'il y ait 90% de moins de nouvelles contaminations. Et ça nous permettra aussi d'éradiquer, s'il faut rejoindre l'objectif de l'OMS ou de l'ONU-SIDA d'ici 2030, on pourrait dire bye-bye au virus de VIH. Bye-bye au virus de VIH. Mesdames, messieurs, dépistage, abstinence, fidélité. Donc, je peux conclure avec ces 3 lettres. F comme fidélité, D comme dépistage, et puis A comme abstinence sont les meilleurs moyens pour vous protéger ou prévenir ce problème de VIH-Sida. Mesdames, Messieurs, vous allez préserver votre vie très très longtemps. Merci d'avoir suivi votre émission. Il s'agit bien de Forum Santé qui vous a parlé, n'est-ce pas, de VIH-Sida. Et nous allons toujours continuer à parler puisque nous sommes au cours de ce mois de décembre qui est, n'est-ce pas, dédié à la prévention, à la lutte contre le VIH-Sida par l'OMS. Je récite pour vous, Dr Peter Mutombo, lui qui est médecin directeur de Medica. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de nous avoir invités. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dans le cadre de prévenir, éduquer, former et informer l'ensemble de la population sur les plans sanitaires en rapport avec la morbidité et la mortalité dans certaines maladies. Des diarrhées qui sont liées à l'alimentation. Les enfants présentent beaucoup d'intoxications alimentaires. Suivez Forum Santé tout le mardi à 14h30. Forum Santé avec Zéphie Mouround. Yoneza melelonga belema yosunganga kolo yo byanginga na pusani sunganga olima mosantu sopangu ya nayo salilanga minene boyo nebikamwe yoneza melelonga belema yosunganga yoneza melelonga busana yosunganga yonde mosantu yonde bolamu na ngai elikia pe kondima na ngai elembi te kokumbamela yo o Yesu yo
esimbanga kotikaka ite nazala mosusu te bomele yo eyawe na mikabi nanga lokola mbeka napesi nyonso yanga esalela yo